di da da, di da di da da, di da di da da, da di da da, di da di da da, di da di da da, di da di da. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Lecteur un jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrice. Patrice est le deuxième lecteur que j'ai choisi de mettre à l'honneur dans le cadre de cette émission. Nous allons aborder ensemble son univers livresque, évoquer ses affinités littéraires et revisiter les textes qui ont marqué son parcours de lecteur. Un parcours riche, un parcours singulier que je vous invite à découvrir sans plus tarder. Bonsoir Patrice. Bonsoir Caroline. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors on va prendre un petit peu le temps ensemble d'esquisser les contours de ton paysage littéraire, un petit peu comme on esquisserait un tableau. Mais pour commencer, j'aimerais recueillir ton sentiment par rapport à une phrase d'un auteur qui s'appelle Michel Déon, un auteur qui n'est plus beaucoup lu de nos jours, qui est né juste après la Première Guerre et qui a notamment écrit au début des années 70, deux textes qui sont un peu plus connus que les autres, Les poneys sauvages et puis Un taxi mauve. Cet auteur, Michel Déon, a écrit un jour « La lecture n'est pas un acte facile. Elle exige un engagement, elle exige de la solitude, de l'attention, de la curiosité. » Et je voulais savoir ce que tu en penses. Oui, je pense que c'est très juste. C'est exactement ça. C'est pas facile, enfin, ça on peut y revenir. Pas un acte facile, ça dépend. On peut se laisser embarquer, mais c'est vrai qu'elle exige de s'isoler, de s'immerger dans le livre en question. C'est pas un devoir, mais c'est un petit peu ça quand même par rapport au créateur de l'œuvre, de se mettre en condition pour essayer d'en recevoir, d'en apprécier le maximum. Je trouve que c'est intéressant de ce point de vue-là, cette Tu te citation. reconnais dans cette description? Est-ce que toi-même, tu es le lecteur qui va dans sa solitude, dans un certain sérieux Oui, la plupart du temps. Après, ça dépend. Ça peut être aussi une lecture de distraction et qu'on ouvre, qu'on referme. Voilà. Ça dépend du moment où on lit, mais globalement, oui, je m'y reconnais. Ouais. Alors, tu as une petite spécificité, je dis petite à dessein, tu as une petite spécificité. En tant que lecteur, tu as été libraire. On peut presque dire que tu as fait carrière jusqu'à présent dans le monde de la librairie. Comment est-ce qu'on peut se frayer un chemin littéraire, personnel, quand on est sous cette influence professionnelle? Oui, ça introduit un biais forcément, ouais, dans une spontanéité de lecture, parce que c'est vrai que ça implique pour tout le monde, pour tout libraire, je dirais, qui veut faire ça bien en fait, avec engagement, avec clarté, avec vérité quelque part, avec honnêteté surtout pour les lecteurs. C'est une exigence un petit peu comme on parlait de l'exigence, la citation de Déon. Ça change beaucoup le rapport à la lecture. Et alors, on peut aussi, avant même d'entreprendre d'ouvrir un livre, on sait qu'on le lit là pour son plaisir personnel et là pour avoir un avis. Voilà. Il y a beaucoup de gens, de libraires qui décident, je ne sais pas, durant les grandes vacances d'été, juste avant la rentrée littéraire, par exemple, allez, j'ai une semaine de livres pour moi, pour ma gouverne, pour mon plaisir, et puis une semaine de livres, voilà, avec une idée professionnelle derrière. Je prends des notes souvent quand je lis, et j'en prends trop parfois pour pouvoir réellement être immergé dans le livre et n'en ressortir qu'à la fin en fin de compte. Et prendre des notes, ça fait sortir du livre fatalement. Ça fait sortir du livre, ça place dans un esprit un peu analytique, où on décortique un peu, on segmente ce qu'on lit, on prend du
recul, on met les choses en perspective, on compare. C'est pas idéal pour une lecture linéaire et immersive. Voilà. Mais ouais, c'est complexe. Ça, c'est complexe. Quand on a préparé ensemble cette émission, on a pris un petit moment pour évoquer les titres qui avaient un petit peu jalonné ton parcours de lecteur. Moi, je t'ai demandé quels étaient les 3 titres qui spontanément te venaient à l'esprit, qui avaient peut-être plus de valeur à tes yeux, qui avaient marqué de manière plus insistante, ou en tout cas de manière plus flagrante ta trajectoire de lecteur. Et tu as répondu spontanément. Et dans cette sélection, qui est rude en soi, parce qu'il faut choisir parmi une quantité de livres, d'ailleurs, qu'on ne saurait tout à fait chiffrer, tu as choisi 3 titres. Oui. Est-ce que tu veux nous en parler dans un ordre ou dans un autre? Oui, je veux bien. Sachant qu'on sera amené à aborder d'autres auteurs et d'autres textes. Oui, je veux bien en parler. Et justement, enfin, tu disais que ça a été spontané. Et en effet, c'était spontané. Et j'étais content de réussir justement à citer ces 3 œuvres directement, parce qu'en fin de compte, là, justement, je suis sorti totalement d'un ex-rôle de libraire. Et tout simplement, c'est l'affect, enfin, l'impression reçue, ou le plaisir pris, ou le sentiment d'avoir quelque chose qui résonne, qui a résonné, en tout cas à l'époque où je les ai lus, qui a fait ressortir directement ces livres-là. Quels sont-ils? Donc là-dessus, je suis rassuré. Alors, quels sont-ils? Je pense que j'ai d'abord dit donc Le Chant du Monde de Giono. Voilà, ça c'est le premier. Oui. Et c'est aussi, il me semble, le dernier que j'ai lu des 3. Donc peut-être c'était le plus près, le plus proche dans ma mémoire. Plus récemment. Oui. C'était en quelle année? C'est il y a 10 ans, je crois, à peu près. Ouais, une dizaine d'années. C'est un texte de 1934. Ouais. Que Giono a écrit dans sa première période d'écrivain. Oui. Et d'ailleurs, c'est là que je me rends compte que je ne suis pas forcément un grand lecteur, parce que finalement, c'est tard de ne l'avoir lu qu'il y a 10 ans. Mais en tout cas, il a été marquant. Il a été immédiatement... il m'a emballé immédiatement. Je l'ai trouvé parfait. Donc voilà, bon, parfait peut-être pas, mais là je trouve que le titre est formidable. Il fait sens tout de suite. C'est le signifiant, le signifié vraiment directement. Tout est dedans. Et ensuite, qu'a-t-il directement quelque chose de sensuel, de tellurique en fait, de vraiment dans Le Chant du Monde, il y a le rythme des saisons, hein, parce que c'est découpé. Il y a le rapport, c'est vraiment le rapport où la nature, c'est vraiment la fusion entre les individus, les personnages du roman, la nature, et il y a une sorte de tout qui est rond, qui fonctionne d'emblée. Une unité avec une histoire, des personnages forts, marquants, immédiatement perceptibles dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font. J'ai encore l'histoire à l'esprit. Ouais. Ça n'ouvre peut-être pas comme ça, mais moi je vais penser directement au personnage qui s'appelle Antonio. Donc c'est l'homme du fleuve. Il est dans son fleuve et il est vraiment dans son fleuve. C'est son fleuve, c'est son élément. Il est déjà immergé dans la nature dès le départ. Il fait corps quasiment avec. Il est en osmose. Ah, Matelot, le deuxième personnage, donc le bûcheron, le bûcheron plus âgé que lui. Tous les deux, ils vont chercher, ils partent à la recherche c'est le Besson, c'est le fils de Matelot. Ils partent le chercher. Il y a une osmose aussi entre eux, hein, dans les personnages. Et moi, j'étais bien dedans dès le départ, avec l'omniprésence de la nature, l'espèce de tyran local Ça, c'est le père, c'est le maître. Dont le Besson a... C'est Maudru. Le Maudru, voilà, Maudru.
le Besson étant parti avec sa fille, et l'idée d'une sorte de guerre de Troie aussi. Enfin, voilà, ça c'est des choses que j'ai peut-être pas perçues directement quand je l'ai lu. D'ailleurs, c'est pas ça qui m'a parlé. C'est formidable, et c'est vraiment l'idée des saisons qui est très très forte. Enfin, c'est beau, c'est parlant, c'est... Comme j'étais en activité en librairie, ça m'a suffi en fait de lire ça déjà. Je me suis dit, bon, déjà, celui-là me plaît beaucoup, donc je connais Giono. Et puis je me suis réservé les autres pour la suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des liens Super particuliers que tu ferais avec les deux autres livres que tu as sélectionnés? Dans les deux autres livres que je vais citer après, que j'ai lus, que j'ai énormément aimé, que j'ai pu citer d'emblée comme ça, je me suis rendu compte qu'il y a l'idée et dans beaucoup des livres que j'ai aimés, il y a l'idée d'un personnage qui arrive quelque part en fait. Le Chant du Monde, c'est pas tout à fait ça. Donc le côté un petit peu quand même, un petit peu mystérieux, un petit peu, ouais, c'est très ouvert en fin de compte au début. Le Chant du Monde, ça se referme bien quelque part, ça se referme tout naturellement, tout bonnement. Les choses sont faites, ce qui devait arriver est arrivé, et puis c'est le printemps, donc il n'y a pas forcément ça dans les autres, il y a plus l'idée d'une ouverture ou d'une fuite. Ça ne m'apparaît pas évident le lien, mais certainement quelque chose. Le titre que tu m'avais cité, alors moi je l'ai en mémoire, mais ouais. Je pense que j'ai dit Le Château après, de Franz Kafka. Ouais. Alors là, c'est Le Château de Kafka, et puis c'est Kafka tout court quelque part, finalement. Parce que là, vraiment, je crois que mon premier, le vrai coup de cœur dans ma vie de lecteur, à la fois pour ses œuvres et puis pour le personnage lui-même, en fait, pour l'auteur, une fascination, c'est vraiment Franz Kafka. Vraiment, pour moi, c'est très clair, j'ai pas besoin de tergiverser, mais j'ai lu au moins toute la fiction, on va dire. Je n'ai pas lu, par exemple, j'ai pas lu encore La Correspondance ou une biographie approfondie. J'aime beaucoup l'histoire de ma rencontre en fait avec Kafka, parce que souvent Kafka, les professeurs de français font lire La Métamorphose pour le faire découvrir, et puis pour le situer aussi dans un genre. C'est ma professeure d'allemand au lycée qui nous a proposé de lire. C'était pas Le Château, c'était Le Procès. Donc j'ai lu Le Procès et j'ai été happé par cet univers qu'on qualifie de kafkaïen toujours, qu'on cite un peu à tort et à travers pour plein de raisons différentes, mais j'ai vraiment été étonné d'abord, je pense. Étonné, je pense que j'étais un jeune lecteur, un lecteur sans une grande envergure encore, une grande palette de lecture, forcément. J'ai été très très favorablement impressionné, quasiment fasciné. Je pensais, à l'époque, je ne savais pas que la littérature, ça permettait d'inventer des univers comme ça. Je sais pas, décalé, c'est pas le mot. Je sais pas, intrigant, philosophique, métaphysique, effrayant, qui mettent en perspective plein de choses, qui font s'entrechoquer plein de choses, qui sont aussi beaucoup, enfin moi, qui m'ont fait m'identifier, curieusement. Et pourtant, j'ai pas du tout une vie. Oui, souvent. Voilà, ce sont des personnages quand même qui ont une vie aride, difficile, très à la recherche d'un absolu vraiment impossible, même pas d'un absolu, d'un nécessaire parfois impossible, ou qui paraît très lointain ou caché, enfin bref. Et voilà, et moi en tant que jeune
jeune homme, j'étais pas du tout dans ce genre de situation. Mais pourtant, oui, il y a eu quelque chose de l'ordre de... Je me suis vraiment identifié, et enfin parfois en tout cas, dans certains moments de la lecture, d'emblée très intrigué, et de là on a envie de tout lire. On a envie de tout lire, de s'y retrouver, de s'y replonger. Et Kafka, Franz Kafka, quand même, d'un livre à l'autre, c'est souvent... Quand on aime l'un, on aime l'autre. Tous les auteurs ne fonctionnent pas comme ça, mais pour lui, oui. C'est l'arrivée d'un personnage quelque part. On a l'impression qu'il s'immerge, il est projeté où il tombe. Voilà, il tombe quelque part, pim, et débrouille-toi. Et il essaye de se débrouiller, il vient avec une mission pourtant. Il arrive avec une mission, il a été mandaté par un pouvoir obscur pour être arpenteur, mais il est dans le village et il n'arrive jamais à aboutir au château, ou au moins aux consignes, ou à ce qu'on lui demande de faire. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'en fin de compte, il est dans une zone à la fois de non-droit, d'incertitude, où il va quand même tisser des liens sociaux, même affectifs, amoureux. Et puis, en plus, il y a tout l'imaginaire, l'univers. Il doit faire froid. Moi, j'ai perçu ça, en tout cas, j'ai retenu ça. Et pourtant, je l'ai lu il y a longtemps, mais on sent bien qu'il y a un univers de confinement, où il est nécessaire qu'il se réfugie en même temps, et donc ça exacerbe c'est censé exacerber en tout cas les discussions, les rencontres, les relations, il y a tout ce côté magique, avec toute la question du pouvoir et la question relationnelle, sociologique, mais tout ça sans qu'on le perçoive de façon du tout analytique quand on lit. On est vraiment dans le plaisir d'une vraie histoire. Enfin, il y a une progression qui est rendue impossible, mais c'est quand même linéaire. C'est très sec. C'est le roman d'un manque, en fin de compte, de quelque chose qui n'arrive pas, qui n'est pas, qu'on ne peut pas tenir, auquel on ne peut pas arriver. Mais le lecteur, en tout cas le lecteur que j'étais et que je suis sur ce livre, lui, il s'accroche et il est bien dans ce livre quand même. Mais on sent qu'autour de lui, en fait, il n'y a rien qui est réellement impossible. Tous les éléments sont là, et c'est de les saisir et de les transformer en quelque chose qui lui permet de progresser, qui est impossible. Donc le lecteur y croit toujours. Et c'est ça qui rend la lecture du château, qui devrait être une lecture pas repoussante, mais un peu froide, un peu austère. Un peu austère, voilà, merci pour le mot, qui la rend finalement immersive, qui donne envie de ne pas quitter l'univers qu'on est obligé de quitter, parce que forcément les romans de Franz Kafka étant pour l'essentiel inachevés, de toute façon, ça s'interrompt brutalement. Est-ce que tu retrouves dans la littérature d'aujourd'hui des textes équivalents, des auteurs qui procèdent un petit peu de la même façon, qui te proposent un mystère que tu as envie de creuser? On ne peut pas rapprocher ça de Kafka, mais dans une auteure contemporaine, je pense à Cécile Coulon. Cécile Coulon, notamment dans la langue des choses cachées. Il y a comme ça on se retrouve encore avec l'idée d'un personnage qui arrive. Il y a un personnage qui arrive. Là, pour le coup, c'est un soigneur, un rebouteux, un soigneur. Il arrive, et c'est pareil, il y a des choses un petit peu mystérieuses. On a envie de savoir pourquoi. Il est lui-même en train d'apprendre, en fin de compte, son métier, et puis c'est un univers qui est plein de force, en fait.
il y a l'idée de canaliser la violence. Il y a l'idée de la recherche d'un absolu aussi. Enfin, c'est un univers qui me rappelle un petit peu justement. Enfin, quand je l'ai lu, en tout cas, j'y ai pensé. Et d'ailleurs, qui fait penser aussi à Giono, parce que c'est très sensuel. C'est très. Oui, voilà, exactement. Et quand on aime un livre, parfois on ne sait pas pourquoi. Et là, en parlant, voilà, je sais pourquoi. C'est parce que je sais qu'il y a une histoire, il y a du mystère, il y a des réflexions. Enfin, il y a une prise de recul qui est rendue possible par rapport à ce que fait le personnage et le mystère qu'il creuse autour de lui, en avançant avec le lecteur. On a envie de laisser à leur place, dans leur petit tiroir secret et intime, chacun des livres séparément qu'on a lus. Parce qu'ils correspondent à une époque. Parce qu'ils correspondent à une époque, à une période de la vie, exactement. Et on est content qu'ils ouvrent des portes et qu'ils... Oui. Est-ce que ces moments de vie que tu tiens à préserver, que tu choisis d'une certaine manière, est-ce que ces moments-là, finalement, aident à vivre, tout simplement? Est-ce que tu viens puiser à certains moments dans ces petits trésors que tu as semés? Qui serait l'idée de la littérature comme un refuge, un petit peu, ou d'un livre même, précisément. Comme un soutien, comme une colonne vertébrale, ouais. Comme une structure qu'on se... Alors, pour ma part, non, c'est pas ça. Ça pas jusque-là. Non, c'est pas ça. C'est plutôt l'idée d'ouvrir une fenêtre, de rentrer dans un tunnel, un terrier, je sais pas, mais pas pour me cacher ou pour puiser des forces pour ensuite ressortir, affronter le monde réel. C'est pas cette idée-là. C'est plutôt l'idée de passer dans un monde parallèle, de changer d'endroit, d'avoir le nom d'ubiquité, et vraiment, oui, c'est ça. De pouvoir vivre de multiples vies en une seule, d'avoir l'expérience de quelque chose qu'on n'a pourtant pas vécu, et là tu as raison, dont on peut se servir pour la vie, pour sa vie propre. Comme un enseignement. Comme un enseignement, en effet, en faisant l'économie de s'y être frotté en vrai. Mais quand ça arrive, c'est par hasard, je ne le recherche pas. Mais c'est vrai, dans la lecture, on tire des enseignements. Et je pense beaucoup, là ça me vient tout d'un coup, mais je pense beaucoup à certains clichés. Par exemple, quand on progresse dans la vie, donc la vie, c'est surtout beaucoup une question de décision, de choix, donc de refus, comme on le sait. On peut, pour se diriger, pour se gouverner un petit peu, et pour avoir sa trajectoire, on a moi personnellement, ça m'est arrivé bien des fois d'avoir une petite alerte. J'ai lu dans tel ou tel roman, j'ai vu ça et c'est pas la peine d'aller par là, ça aboutit à ça. Parce que je pense que la littérature a cette puissance d'être pas forcément réaliste et de proposer pas par sa dimension de véracité forcément, mais même parfois de manière plus, je sais pas, plus abstraite, nous a fait découvrir, intégrer des leçons. Et moi, personnellement, ça m'est arrivé de m'en servir concrètement dans un choix de vie, en me disant on en a lu des histoires avec ceci, cela qui arrive, et puis donc c'est rigolo parce que voilà, sur un pan de ce que je dis, on est totalement dans des univers fictifs ou de littérature, et en même temps, il y a on peut s'en servir pour quelque chose qui n'est pas tout à fait terre à terre, mais quand même de l'ordre du destin et du cheminement de la vie, et qui
est quand même quelque chose d'assez concret finalement. Et ça vaut peut-être d'autant plus quand on accorde du crédit à l'auteur et qu'on apprécie un auteur. Oui, je pense pas forcément à un auteur au moment où j'y pense. C'est vraiment, je me souviens d'un passage ou d'un petit segment à un moment donné, ou même d'une juxtaposition de plusieurs histoires où on voit qu'elles convergent. Et parce qu'on les a intégrées. Il y a un troisième auteur Oui. que nous avons évoqué ensemble lors de cette préparation Oui. d'émission, que tu as aimé, que tu as cité. Ouais. Tu as cité l'un de ses textes qui est sans doute l'un des plus connus Oui. dans sa littérature. Je crois que c'est le dernier de sa bibliographie. Ah, ça je ne le savais pas. Il me semble que c'est dans toute fin de sa carrière, de sa jeune carrière, un peu brève d'ailleurs, qu'il a écrit ce titre. Le dernier, c'était donc L'arrache-cœur de Boris Vian. Voilà. Tu l'as lu dans cette édition-là? Je crois, ouais. Je l'ai lu en poche en tout cas, et c'est ça, ouais, je crois. Oui. Sans doute le livre de poche, ouais. Est-ce que la couverture est à l'image du texte que tu as en mémoire? On y voit un homme qui tombe. Ouais. Un palmier. Ouais. Il faut enlever Boris Vian à ce moment-là, parce que mais oui. Oui, parce que c'est vraiment ça, oui. L'homme qui tombe, en tout cas, c'est ça. C'est le psychiatre Jacques Mort qui arrive au début. Psychiatre, psychanalyste Psychiatre. Je crois psychiatre. Qui veut psychanalyser. Mais il tombe, hein. Il tombe. Ouais, tac. Il arrive, en tout cas. Donc, comme d'habitude, ça m'a plu. Un personnage qui arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et lui, il a envie de... ça arrive rapidement. Ce qu'il veut, lui, c'est psychanalyser des gens. Mais il veut les psychanalyser quasiment pour retirer leur substance et se l'approprier. Un peu comme pour les vampiriser. C'est un peu ça, voilà. Avec toute l'ironie qu'il y avait certainement dans ce qu'écrivait Boris Vian. Donc, Comment tu décrirais, avant d'entrer un petit peu plus dans le livre, ouais. Comment tu décrirais la littérature de Boris Vian et peut-être la personnalité à des gens qui n'auraient jamais lu, jamais entendu parler de cet homme-là? C'est l'inventivité, c'est l'humour. Moi, je pars d'emblée, je pars sur l'humour, même si c'est de l'humour qui contient toujours beaucoup de sens, beaucoup de... Il a l'art de créer du décalage, de l'absurde, tout un tas de choses qui... Je dirais pas qu'ils font réfléchir, ça fait réfléchir, mais on est surpris, ou on est désarçonné du burlesque. C'est totalement surréaliste. Voilà. Oui, c'est surréaliste. Je ne sais pas surréalisme. s'il aimait ou si les spécialistes de Boris Vian aiment qu'on rapproche complètement de ça, mais c'est ça quand même. Et oui, parce que c'est l'idée de transformer les choses aussi. Moi, quand j'étais jeune lecteur, en fin de compte, il était présent depuis un moment. Je le voyais en fait, je l'ai vu, puis j'ai jamais eu l'idée de tirer sur la tranche. Et puis un jour, je l'ai fait. Ça fonctionnait immédiatement. Et j'ai rigolé immédiatement. C'est pas un auteur comique, hein, c'est pas ça, mais je sais pas pourquoi. C'est ça qui me revient. J'étais en adéquation totale avec l'humour. Et c'est de l'humour provoquant, violent, mais très tendre en même temps, et qui donne envie vraiment de plonger dedans. Je m'étais tellement régalé que j'ai continué. Je me souviens de tout, des mots, des mots inventés, les fameux mots valises. Les trumeaux. Voilà, les trumeaux. Qui sont trois. Les trumeaux les jumeaux qui sont trois, avec des noms invraisemblables. Il y en a un qui s'appelle Citroën. Voilà, c'est toute l'époque aussi, mais à un moment donné, il veut psychanalyser tous les cobayes qu'il va réussir à trouver. Et la bonne,
il veut, et puis c'est mal interprété, donc voilà, elle accepte, elle prend ça pour une avance sexuelle, et donc finalement, Clémentine, donc la mère très très possessive, avec le personnage du couple qui lui est complètement délaissé. Oui, c'est ça, elle finit par les enfermer. Donc la métaphore est géniale parce qu'ils sont vraiment dans une cage. J'en ai mal parlé. J'en ai mal parlé. Je suis plus sur l'idée de mon. En fait, là, je suis replongé dans le plaisir que j'ai eu à l'époque. Et je ne suis pas du tout dans une restitution du livre. Juste, à mon sens. Mais voilà. Parmi les livres que tu as aimés, il y avait, je dis dans le désordre, Ouais. La montagne magique de Thomas Mann. Ouais. Il y avait cet auteur écossais que nous connaissons peu en France, qui est toujours édité aux éditions Météo, qui s'appelle Alasdair Gray, je ne sais pas si je le dis bien, mais ouais. Voilà, et le titre en question, ça s'appelle L'Anarque. L-A-N-A-R-K. On peut en dire un tout petit mot quand même de ce livre qui est vraiment très oui, ça c'est. On me l'avait tellement vanté, et merci. Encore aujourd'hui, je leur dis merci, parce que. Hommage aux libraires, parce que finalement, ça correspondait vraiment à ce que j'aimais. J'y ai trouvé tout ce que j'attendais d'un livre, c'est-à-dire c'est foisonnant, c'est baroque, ça répond à plusieurs genres. Comment dirais-je, c'est construit pas forcément dans l'ordre, et ça rend les choses encore plus mystérieuses. En fait, ça tient en même temps du réalisme social et du fantastique. C'est un objet littéraire tellement particulier. Qui est exigeant. Pardon ? Qui est exigeant. Oui, qui est exigeant, mais qui est une vraie source de plaisir aussi quand on le lit. Ouais, qui est très attirant. On n'a pas besoin de... Il n'y a pas des pages où on peut être laissé de côté parce que c'est trop long. L'architecture des romans, des fictions, c'est pareil. C'est captivant. Enfin, comment ça nous parle et comment ça nous fait rentrer dedans. On commence par le livre 3. C'est découpé en 4 livres. Ensuite, on est dans le livre 1 et le livre 2, et ça termine par le livre 4. Il y a un épilogue qui arrive avant la fin. Moi, c'est vrai, ça m'a beaucoup parlé aussi. Parce qu'après, on établit toujours des ponts aussi entre ce qu'on lit et ce qu'on aime dans la vraie vie. Donc c'est Glasgow, c'est un Glasgow un peu sombre des années, en Écosse, donc un peu sombre des années... c'est plutôt dans les années 70, je crois, au début. Voilà, avec un personnage, donc le personnage de l'anarque, oui, ça ouvre avec lui, qui vit dans un univers sombre. Et je disais sombre sur un plan au figuré, mais c'est vraiment, il fait trop sombre en fait dans cette ville. Et lui, il cherche de la lumière. Ce personnage-là réapparaîtra plus tard dans un autre des livres du roman, où là il sera dans un univers plutôt de science-fiction. Il est soigneur de dragons, je crois, quelque chose comme ça. Il y a aussi, donc, dans la partie centrale, donc dans les 2 livres qui sont au milieu, c'est l'histoire d'un petit garçon dans le... Alors ça doit être à Glasgow aussi, je crois. Là, on est vraiment dans le réalisme social d'une enfance écossaise. C'est tellement immersif. Et vraiment, je disais baroque, mais c'est vraiment ça. C'est magique, parce qu'en fin de compte, il y a des univers et des époques et plein de choses différentes, mais ça tient ensemble quand même. Et ça nous enchante parce que on échappe vraiment à la réalité, là. Pour terminer sur les livres, les quelques livres qui font partie de ta vie, les lecteurs, on peut peut-être citer encore Dino Buzzati. Oui. Le désert des Tartares. Ouais. Ces livres-là qui ont été un petit peu... Là, c'est plus tout à fait naturel ce que je dis. Enfin, je ne parle pas comme un lecteur, mais
C'est vrai que ces livres, Le désert des Tartares, Sur les falaises de marbre de Ernst Jünger, et puis Julien Gracq aussi, je crois, avec Le rivage des Sirtes. C'était un peu ce qu'on appelle un peu, enfin, les spécialistes diraient, je sais pas, c'est des romans de l'attente, l'attente d'une menace ou voilà, la préparation à une menace. En tout cas, je les ai lus séparément, à des époques différentes et sans. Le rivage des Sirtes, je ne l'ai même pas lu totalement encore, et tant mieux, parce que ce sera à venir. Ouais, c'est des livres qui contiennent certains ressorts semblables et préoccupations semblables, et qui m'ont beaucoup parlé aussi. Là, je reviens à La montagne magique, Thomas Mann. C'est le personnage Ansgar Stopp, c'est pareil, il monte au sanatorium et finalement il redescend pas vraiment, je crois. Et donc là encore il part ailleurs. C'est plus que ça, il y a aussi tout. C'est un livre qui sert de prétexte à des débats philosophiques. C'est tellement épais qu'il y a de la place pour ça. Oui, voilà. Tous ces livres ont un lien, je pense, quand même, quelque part. En tout cas, tu en as le point commun. Ouais. Ah oui, c'est sûr, oui. Je vais te poser quelques questions, cette fois plus rapides. Ça fait partie d'un petit questionnaire que j'ai envie de mettre en place. Des questions plus rapides, un petit peu du tac au tac. Comme ça, j'en ai quelques-unes si tu me prépare. Ouais. Tu te prépares. Des questions légères. Est-ce que tu prêtes, par exemple, volontiers tes livres? Oh oui. Oui. Mais ça m'arrive peu. Ça t'arrive pas? Ouais, je sais pas pourquoi, mais si besoin, je les prête volontiers, ouais. Est-ce qu'il t'importe d'avoir des livres neufs ou est-ce que tu préfères avoir des livres qui ont les deux. Les deux. Je suis très content d'avoir des livres qui ont vécu un peu. Ouais. Quel est ton éditeur préféré? Allez, du tac au tac, je dirais Phébus. J'aime bien la collection Libretto chez Phébus. Phébus, ouais. Libretto, pardon. Ouais. Quel est le dernier livre qu'on t'a offert? Oula, je sais pas. Je suis incapable de te le dire. Ouais, non. Alors peut-être le dernier livre que toi, tu as offert. Ouais, c'est ancien aussi. Wetterel, Un siècle de novembre, je crois, mais ça fait un petit moment. C'est chez Les Allusifs, un éditeur. Ouais. Si tu en avais la possibilité, quel auteur vivant ou disparu aimerais-tu rencontrer? C'est pas facile. Et il est là. Kafka. Ouais. Est-ce qu'il y a un ou des romans dont tu retardes inexplicablement la lecture? Je peux en citer 3 comme ça, du tac au tac. Alors, je dirais Borges, parce qu'il me fait... Ouais, c'est intimidant. C'est intimidant, mais j'en ai lu, j'en ai lu un petit peu, mais je retarde la lecture. Pas tout à fait inexplicablement, parce que ça m'intimide un petit peu, je sais pas, j'ai peur que ce que j'en ai lu a dû me sembler un peu vertigineux, voilà, donc mince, j'en avais 2 autres, et puis je dirais tout simplement Proust. En fait, je repousse. C'est pareil, j'en ai lu un petit peu, et puis je me dis oui, plus tard. Et puis aussi, même chose, James Joyce, j'en ai lu un petit peu. J'ai dû lire Jean de Dublin, et j'ai commencé à lire un tout petit peu Ulysse. Et comme beaucoup, je crois, comme beaucoup de gens, pour moi, c'est quelque chose dont j'ai pas encore les codes pour bien le. Enfin, ça me semble très, très riche, très. Je pense que c'est une lecture qui se doit d'être très intellectuelle,
En tout cas, moi, je pense que si je le lis aujourd'hui, je ne dispose pas des clés pour bien en comprendre les tenants et les aboutissants. Donc, quelque part, ça m'intimide aussi. Et je pense que je le saisirai pas vraiment. Donc, je repousse aussi. Je le repousserai peut-être à jamais, je sais pas, mais ouais. Une petite dernière question. Allez. Quel est le personnage que tu aurais aimé incarner ou celui auquel tu t'identifies le plus? Ça c'est facile, c'est je dirais Antonio dans L'homme du fleuve. Je pourrais dire K aussi dans les Dans le chant du monde. Mais dans le chant du monde, oui, parce qu'il y a le rapport au fleuve. Et moi, j'ai beaucoup d'amour pour la Loire, en fait. Voilà. J'ai la chance d'avoir vécu aussi au contact de la Loire, un élément physique qui est très important pour moi. Donc forcément, au début, et c'est quelque part, on ne devrait pas forcément s'identifier, mais on peut pas fermer ces portes-là. D'emblée, quand je l'ai lu, je me suis un petit peu identifié au personnage, ouais. Ouais. Bien, et voilà. Écoute, on arrive au terme de cette émission, mais avant de donner le mot de la fin, j'ai un livre pour toi, un livre que j'ai réservé en imaginant qu'il était peut-être fait pour toi, parmi d'autres. Il s'agit des jardins statuaires de Jacques Abeille. Tu as certainement entendu parler de Jacques Abeille et de ses jardins statuaires. C'est le début d'un cycle, un cycle qui s'intitule le cycle des contrées. Un roman de l'imaginaire, peut-être déroutant. Je pense qu'on va rentrer dans le mystère comme tu aimes. Et j'imagine qu'il te plaira maintenant. Ah oui, c'est sûr, Voilà, donc il est pour toi. Super. Excellent. Voilà. Et je pense que c'est exactement ça, ce type de livre susceptible de me plaire. Je crois qu'il est classé dans mon paysage. En SF aujourd'hui, on va pouvoir le retrouver en science-fiction maintenant. C'est peut-être la science-fiction douce dont tu m'as déjà parlé. C'est plein de choses en même temps, je pense. Tout à fait franche. J'ai la chance parce que je ne l'ai pas encore lu aussi. Mais, bien sûr, ça fait longtemps qu'il me fait de l'œil. Et voilà. Eh bien, il est pour toi. Je te remercie beaucoup d'avoir joué le jeu de cette interview, d'avoir participé à cette émission, de faire partie de ce cycle de 10 émissions. Quant à vous, chers spectateurs, je vous remercie pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain sur cette chaîne pour une nouvelle interview. Je vous dis à vos livres et à bientôt. Da 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 da.